Monsieur Michael Barcelo, Monsieur Björn Dahlström, directeur du nouveau Musée national de Monaco, Monsieur Xavier Prache, directeur des explorations de Monaco, Monsieur Stéphane Vaquier, responsable des éditions et des archives de l'NMNM et co-commissaire de l'exposition qui modérera cette discussion, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous pour cette conversation avec Michael Barcelo à l'occasion de son exposition Océanographe, présentée au nouveau Musée national de Monaco. Une conversation placée sous le signe de l'art et de la science au sein du musée océanographique qui, depuis sa création en 1910, n'a eu de cesse de réunir ces deux disciplines en ses murs. Depuis le 7 juin dernier, la Villa Paloma accueille les œuvres de Michael Barcelo. Vous aussi, vous tissez des liens entre art et science, puisque pour créer, vous observez, étudiez et même, oserais-je dire, ressentez ces animaux marins pour en restituer l'anatomie, le mouvement, les couleurs dans vos œuvres. La mer semble vous habiter pour notre plus grand bonheur. L'exposition Océanographe nous invite à un voyage en Méditerranée. Et ce voyage entre en résonance avec celui que prépare l'Institut océanographique. En effet, après 3 années consacrées aux régions polaires, nous mettrons le cap sur la mer Méditerranée à partir du mois de mars prochain, et ce pour plusieurs années. Si la plus vaste des mers intercontinentales abrite des écosystèmes qui n'existent nulle part ailleurs, et qui constitue aussi un hotspot de biodiversité, elle est aussi particulièrement exposée à la pollution et à la surexploitation de ses ressources. Et comme vous le savez peut-être, a été signé en 2022 l'accord cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, dont l'un des objectifs est de conserver 30% des espaces naturels terrestres et marins d'ici à 2030, notamment à travers des aires protégées. Cet objectif servira de boussole à l'Institut océanographique, qui multipliera les actions et initiatives pour sensibiliser le public et ainsi contribuer à atteindre cet objectif dit 30-30 en Méditerranée. Ce programme sera ainsi jalonné de plusieurs temps forts. Pour n'en citer que quelques-uns, le prochain lancement de la nouvelle mission des explorations de Monaco en Méditerranée et en mer Noire, cher Xavier. Une grande exposition consacrée aux cétacés de Méditerranée qui incitera les quelques 650 000 visiteurs annuels du musée à s'engager en faveur des aires marines protégées. Il constituera aussi la refonte de l'aile Méditerranée de notre aquarium, mais également la contribution de l'Institut à une synthèse des connaissances scientifiques sur les AMP en Méditerranée, en partenariat avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et plein d'autres actions de médiation politique. On le sait, les émotions que nous ressentons nous poussent à l'action. Merci donc à Michael Barcelo et au NMNM de nous offrir cet émerveillement pour le monde marin et pour la Méditerranée. Merci également à Xavier Prache et à Björn, ainsi qu'aux équipes de l'IO et du NMNM qui ont rendu possible l'organisation de cette soirée. Et si pour conclure, vous me permettez une touche personnelle, parmi la richesse des œuvres que vous exposez à la Villa Paloma, la reproduction de la fresque que vous avez créée dans la coupole de la salle des droits de l'homme et de l'Alliance des civilisations à Genève symbolise à elle seule l'engagement quotidien de l'Institut océanographique, fait d'échanges internationaux, de respect des humanités et de promotion des arts et des sciences au service d'un océan à connaître, protéger et aimer. Je vous remercie. Merci. Merci Pierre-Antoine Gérard. Alors, quelques mots en introduction au sujet de Michael Barcelo. Qui est Michael Barcelo? Je pense que nombre d'entre nous le savent, mais quelques rappels. Tu es né en 57 à Felanitx, à Majorque. Alors, ce détail sur ton état civil n'est pas anodin. Tu viens une île méditerranéenne. Et tu as souvent dit que tu avais peut-être appris à nager en même temps que tu avais appris à marcher. 57, c'est aussi l'année de la sortie sur les écrans dans le monde entier, en technicolor, d'un documentaire fascinant, un grand succès populaire, Le Monde du Silence, qui est un film réalisé par Louis Malle et par le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, qui cette même année, en 57, a commencé à diriger le musée océanographique où nous nous trouvons ce soir, et ce jusqu'en 1988. D'ailleurs, dans ton enfance, tu parcourais régulièrement les albums du commandant Cousteau. On en a parlé, on partage ça.
Et tu disais que si tu n'avais pas été artiste, eh bien, tu aurais peut-être été océanographe, puisque se trouvait un centre d'études pas loin de chez toi, à Majorque. Mais tu es artiste. Et un artiste plasticien, comme on dit, qui a placé la matière, toutes les matières et toutes les disciplines, les techniques, au cœur de son processus créatif. Donc tu es un artiste majeur de ta génération. Pardon de la formule, on cherche toujours un qualificatif essentiel, primordial, incontournable. Je trouve que majeur te va bien. Et tu es presque l'exact contemporain des artistes qui, comme toi, ont accompagné la renaissance de la figuration dans les années 80 et qui étaient tes amis. Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou encore Georges Condo, dont nous avons présenté le travail l'année dernière au sein de la Villa Paloma, que tu occupes actuellement avec cette exposition dont on vient de parler. Donc tu es actif depuis les années 70, tu es d'abord dessinateur, peintre, et c'est à la faveur d'un long séjour au Mali, un très long séjour qui a duré plus de 20 ans, que tu t'es initié au travail de l'argile, de la poterie, sous la direction d'une potière malienne. Et tu as développé aussi par après le travail de la sculpture, du bronze, la gravure et même la broderie, à quatre mains avec ta maman, avec ta mère qui était peintre, et dont on voit un exemplaire, même deux d'ailleurs, mais un à quatre mains dans l'exposition à la Villa Paloma, où tu as dessiné les motifs, la carte de Majorque en fait, que ta mère a par après brodé. Tu es aussi performeur, à noter donc Passo Doble, un spectacle créé dans les années 2000, qui est le fruit d'une collaboration avec le danseur et chorégraphe Joseph Nadj, et qui plaçait l'argile au cœur de la performance, donc que tu manipulais le temps de la performance pour créer une œuvre éphémère. C'est une performance qui a fait date au Festival d'Avignon en 2006 et qui a fait date dans l'histoire du théâtre et l'histoire de la performance. Tu as d'ailleurs beaucoup collaboré à la création de pièces de théâtre et d'opéra. Tu es aussi l'auteur de commandes monumentales. D'abord la coupole du marché aux fleurs à Barcelone, en céramique, la chapelle de la cathédrale San Pere à Palma de Majorque en 2006-2007, où tu as représenté au moyen de céramique et de vitraux des épisodes de l'Évangile, la multiplication des pains, la pêche miraculeuse. C'était un lieu absolument sujet religieux qui tienne à cœur pour des commandes publiques. Tu en parleras peut-être par après. Et c'est une œuvre absolument extraordinaire que je vous invite à découvrir si par chance vous voyagez à Palma de Majorque. Et d'ailleurs, quelques études figurent à l'exposition des études que tu as réalisées pour cette commande dans la salle des natures mortes. En 2007-2008, Pierre-Antoine en parlait, la salle des droits de l'homme et de l'Alliance des civilisations à l'ONU, à Genève, à 16 mètres de hauteur sur 1000 mètres carrés, un diamètre, une coupole d'à peu près 50 mètres de diamètre. Tu as créé un immense, incroyable dôme en 3 dimensions, intitulé La Mer, dont on présente également, d'ailleurs dans l'exposition, une maquette réalisée pour l'occasion. Et plus récemment, j'en parle parce que c'est visible sur Netflix, pardon de faire un peu de publicité, cette commande pour des vitraux en terre que tu as réalisée à la Bibliothèque nationale de France, cette commande éphémère sur laquelle a été réalisé un documentaire qui est visible, je crois, toujours sur Netflix et qui est bien réalisé. Donc je vous encourage à le visionner si vous en avez l'occasion. En 93, tu visites la grotte d'Altamira en Espagne, et là, tu as une sorte d'épiphanie. S'ensuit une fascination pour l'art pariétal et pour tes frères artistes de la préhistoire. Tu es d'ailleurs un artiste et à Chauvet. Tu es un artiste qui s'intéresse aux autres artistes. Tu es un grand lecteur, un artiste cultivé qui a une curiosité et une connaissance impressionnante des artistes qui t'ont précédé. Dans ta jeunesse, tu as croisé le chemin de Joan Miró, de Tsai Twombly, de Joseph Beuys, des artistes qui t'ont marqué, qui ont marqué ta pratique. Tu es un artiste voyageur, explorateur, ton travail a été montré dans le monde entier, mais tu as parcouru aussi le monde et vécu entre autres à Barcelone, à Naples, à New York, au Portugal, à Palerme, aux Canaries, où séjourné longtemps, donc des lieux souvent proches de la mer, et au Mali, mais proches plutôt du désert, là, d'une mer de sable, on en avait déjà parlé, une autre forme de mer. Donc tu vis aujourd'hui essentiellement entre Paris et Majorque, et moi qui ai eu la chance de te rendre visite à plusieurs reprises à Majorque, je comprends que tu passes de plus en plus de temps dans ton paradis à Majorque, qui est un endroit absolument merveilleux, où à la fois tu travailles, mais aussi tu conserves tes œuvres, et où j'ai eu le privilège de me rendre à plusieurs reprises. Donc il y a dans ton travail une force, une fulgurance, je dirais même, j'oserais le terme de génie, une évidence aussi dans l'exécution de tes œuvres. Ta représentation du monde peut confiner parfois à l'abstraction. C'est une représentation du monde contrastée, et très empreinte de joie, de mystère, de désir,
et aussi d'inquiétude, et qui s'inscrit peut-être d'une certaine manière dans ce qu'on pourrait appeler l'art espagnol, même si ta pratique dépasse un peu tout ça. Tu as peint des bibliothèques, des cuisines, des tableaux blancs, le désert, les rives du Niger, des portraits, des tauromachie, et bien évidemment l'élément primordial qui nous intéresse ce soir, la mer, et tout ce qui l'habite, et dans toutes ses formes. Alors étonnamment, ce thème central dans ton travail n'a jamais fait l'objet d'une exposition dans un musée. C'est chose faite aujourd'hui grâce au nouveau musée national de Monaco, avec cette exposition Miquel Barceló, océanographe. Donc pour parler de l'exposition que vous avez peut-être vue, mais si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez le faire encore jusqu'au 13 octobre. Il s'agit en fait d'une rétrospective sur le thème de la mer dans ton travail, qui rassemble 70 œuvres de toutes techniques, 40 ans de création. La pièce la plus ancienne date de 84, cette barque, et la plus récente, ces crabes monumentaux, presque, que tu veux faire de plus en plus grands dans cette salle de banquet. Des œuvres qui proviennent essentiellement de ta collection aussi, je pense que c'est intéressant de le dire. C'est toujours intéressant de voir ce qu'un artiste consigne de ce qu'il a créé. Et on a eu la chance, parce que tu as eu la générosité de nous permettre de piocher dans cette collection abondante qui nous a permis de structurer l'exposition. Donc une exposition qui propose un parcours spatio-temporel. Alors l'espace, parce que sur les 4 étages de la Villa Paloma, on part depuis les tréfonds océaniques, les planchers océaniques, jusqu'à la surface. Et temporel, parce qu'on part des origines de la vie, jusqu'à finalement l'homme contemporain dans ses pratiques tout à fait humaines, qu'elles soient la pêche, la navigation ou encore la nage. Donc tout ça explique notre présence ce soir au musée océanographique, donc ce temple monégasque de la mer voulu par le prince Albert Ier. Je remercie le musée océanographique, Robert Calcagno, son directeur, Cyril Gomez, son directeur adjoint, Pierre-Antoine Gérard, conservateur, mes co-commissaires Guillaume Dessarde et Stéphane Vaquier qui va assurer la modération de cet échange ce soir, et bien évidemment, Xavier Prache, directeur des explorations de Monaco, et évidemment Miquel Barceló, ses équipes à Paris et à Majorque qui nous ont permis de construire cette exposition ensemble avec les équipes du nouveau musée national que je remercie également. Voilà, j'ai déjà trop parlé parce que c'est toi, Miquel, qu'on veut entendre ce soir et échanger avec Xavier Prache. Et je vous laisse la parole, voilà, encore une fois, sous la modération de Stéphane Vaquier. Merci à tous d'être là. Je me permettrai quelques questions que je ne t'aurais pas encore posées, parce que c'est possible, on parle depuis des mois, des années, mais j'ai encore des choses à te demander. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, ah, d'accord. Donc Bien, merci Björn. Ah. Oui. Merci Björn et merci Miquel d'être avec nous, effectivement dans une très belle salle, dans un lieu historique important, pour l'histoire de Monaco, mais plus largement dans l'histoire de l'océanographie, cette discipline scientifique qui est née dans la seconde moitié du 19e siècle et à laquelle effectivement le prince Albert Ier a beaucoup contribué à travers de nombreuses explorations, à travers des collectes de spécimens, de données, également en favorisant l'innovation, l'invention d'instruments, de dispositifs pour permettre ces collectes. En exposant ton travail à la Villa Paloma, Miquel, nous voulions notamment mettre en évidence cette dimension presque scientifique dans ton travail. Je dirais, si je peux me permettre l'expression, une science, non pas une science de scientifique, mais une science d'artiste, un artiste qui expérimente, qui étudie, un artiste qui observe son environnement. Alors naturellement, ton œuvre est très instinctive également, très immédiate, pleine d'énergie, on va y revenir, mais elle est en même temps très érudite et comme Björn le rappelait, tu nous avais confié que si tu n'étais pas devenu peintre, tu aurais envisagé de venir ou faire carrière dans l'océanographie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus cela? Oui, ça, c'est quelque chose qui me... Bonsoir tout le monde. L'océanographie, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et puis dans mon village, il y avait plusieurs générations d'océanographes. J'avais des amis qui étudiaient l'océanographie. J'étais souvent invité avec un bateau de recherche. Puis j'ai toujours senti ça comme quelque chose de proche. Et puis, bon, après, tu vois, en faisant la peinture, pas seulement avec le monde de la mer, mais en général, plus tu connais une chose, plus tu sens, mieux tu le sens. C'est-à-dire, j'ai toujours essayé de connaître bien mes sujets. Je ne sais pas si c'est instinctif, mais dans la mer, c'est un peu un rapport organique constant que j'ai.
Et puis en même temps, le souci de voir à quel point c'est désastreux, On va y revenir. la pollution, etc. C'est un constat que j'ai commencé. Je me rappelle que quand on était à peine adolescent, avec mon petit groupe d'amis avec lesquels on faisait la pêche sous-marine, probablement qu'au collège en font ici, on pêchait de mérous et de poulpes et des choses comme ça. Maintenant, je ne tue plus rien sous l'eau, mais on avait déjà fait un code de taille sur lequel on pouvait pas, tu vois, on ne tuait pas de mérous s'il ne faisait pas au moins 40 cm. On pêchait des poissons pour un rapport, on ne tuait jamais de poissons à l'intérieur de port parce que c'est là où ils viennent faire ses œufs, tu vois, faire son nid. Alors on le pêchait seulement quand ils avaient, à certaines époques aussi, on attendait qu'ils sont reproduits pour, par exemple, un moment où toutes les raies viennent au sable pour se reproduire, pour s'accoupler, pour faire et là, c'est très facile. Dans ce jour, tu peux en tuer des milliers parce qu'ils sont toutes bien sûr, on avait fait ces codes sans avoir jamais lu, rien, on ne connaissait même pas le mot écologie, mais je me dis c'est question de bon sens un peu, et puis on les a toujours respectés. Mais ça, c'était bien avant qu'on commence à voir à quel point c'était un désastre, la situation d'abord locale, et ensuite on a vu que c'est général. Et probablement puisque je suis né en 1957, l'écologie ou l'inquiétude écologique, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que j'ai conscience. Ma première action, disons, politisée, c'était l'occupation de l'île de la Dragonera, c'était l'île la plus grande déshabitée de la Méditerranée. C'est une île aux Baléares qui fait 7 km de longueur par 2 ou 3 km de largeur. Vous savez, Major, c'est Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera et Dragonera. C'est-à-dire après Cabrera, que c'était militaire, il venait Dragonera, que c'était une île de contrebande, et que Franco, le dictateur espagnol, a fait cadeau à un de ses amis trafiquants d'armes pour lui payer ses services rendus. Et ce bonhomme, aux années 70, a eu la bonne idée de lancer une urbanisation, de créer une ville avec, enfin, c'était un projet énorme et complètement abusif de tout point de vue. Et puis on a organisé à Majorque avec les moyens, peu de moyens qu'on avait en 1974, Franco était encore vivant. C'est-à-dire c'était risqué, c'était nouveau, ces sortes d'actions écologiques. On a occupé l'île avec 40 personnes pendant quelques mois. Et moi, je suis resté le tout dernier parce que après l'occupation, je suis resté. Pas parce que j'avais envie de rester. Tu vois, pour moi, c'était un moment très important. J'ai eu comme une espèce probablement de rester si seul dans cet endroit si longtemps. J'ai eu comme une épiphanie, quelque chose de rester seul. Tous les jours, je devais aller descendre. Je dormais dans une montagne, à 400-500 mètres, dans un ancien phare. Et pour trouver à manger, je devais descendre pêcher tous les jours. Et il y avait la Guardia Civile qui me demandait de me foutre dehors. Alors j'avais toujours quelques petites lignes. J'essayais de trouver quelques poissons pour survivre. J'avais rien, quelques poignées de riz, très peu de choses, un peu d'eau, mais je devais trouver des crabes, ce que j'arrivais à trouver, tu vois, pour me faire un petit bouillon. Et puis, alors comme ça, j'ai passé jusqu'à presque l'hiver. Je suis resté novembre, décembre, jusqu'à qu'il faisait très froid. Et probablement j'étais très maigre et très mal nourri, mais bon, c'était très intéressant au point de vue. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais je savais que je devais rester. En tout cas, c'était une chose que je n'avais pas prévue, mais c'était. Et puis par miracle, notre action a marché, c'est-à-dire cette île, maintenant c'est un parc naturel, visitable, etc. Donc je suis plutôt fier parce que c'est rare que ce genre de choses marchent. Et comme quoi, il ne faut pas laisser tomber. Non, il y a 40 ans de ça, mais c'est toujours
Alors, je dois dire aussi que les gens qui étaient avec moi, qui ont fait son service militaire, ils sont tous partis en une chose qu'on appelait bataillon de castigo, ça veut dire bataillon de punition, comme de dangereux anarchistes. Alors, moi, je savais que j'avais mon dossier comme anarchiste dangereux, que j'étais probablement anarchiste dangereux, je ne crois pas trop, mais bon. Mais heureusement qu'ils n'ont pas voulu de moi pour le service militaire parce que je n'aurais embavé probablement après tout ça. Ils m'ont déclaré psychopathe et schizoïde. Psicopata et schizoïde muy agudo, c'est le plus haut degré de la psychopathie. Et voilà le début de ma carrière. Alors ça commence dans la mer aussi, si on veut, non? Effectivement, Björn l'a rappelé, puis tu nous avais raconté, effectivement, tu dis toujours que tu as quasiment appris à nager en même temps qu'apprendre à marcher. Tu as commencé effectivement à découvrir cet élément marin par la pratique de la pêche, de la plongée, de la nage quotidiennement. Et puis, plus tardivement, je crois que c'est les ouvrages du commandant Cousteau qui ont été traduits en espagnol et qui t'ont fait voir les choses. Oui, les livres de Cousteau, parce que c'est les livres que je voyais, les films, je les ai connus beaucoup plus tard. Mais aux années 60-70, c'est les livres de Cousteau. Et puis tu sais, c'est grâce à Cousteau aussi qu'on a eu de tubas, de masques de bonne qualité, parce que mon père et mon grand-père ne connaissaient pas ça. Eux, ils avaient une boîte en bois avec un verre. C'était la première génération qu'on a eu accès à ces objets, disons, qui étaient fascinants. Et c'est une esthétique que j'ai toujours utilisée pour ma peinture, pour mes sculptures. Cette panoplie, disons, sous-marine, non? Les palmes, les caoutchoucs, j'aime bien. Il y a un côté aussi sadomasochiste que j'aime bien dans tout ça. Et tous ces trucs de gomme oui. Mais, oui, et puis les Cousteau, j'aimais beaucoup les épaves. Et il y en a beaucoup. À Baléares, c'est comme ici, les épaves, il y a plus d'épaves que de bateaux qu'on ne voit pas, mais on est entouré des épaves. Il y avait des naufrages. C'est 2000 ans de naufrage, non? Même plus, probablement. Alors, dans le port de chez moi, c'est le Porto Colom, ils n'avaient pas encore creusé pour faire entrer de gros bateaux, alors il y avait tous ces épaves dans les centres de bateaux. Et nous, on sortait des amphores arabes et grecs magnifiques. Et assez vite, j'ai commencé à connaître les styles différents de ces amphores, parce que c'est un langage, non? Maintenant, je me dis, ça a beaucoup à voir avec ma céramique, mais bien sûr, je ne le savais pas. Et dans les livres de Cousteau, j'ai trouvé tout ça, et j'ai trouvé de bons conseils, c'était quelqu'un qui faisait exactement la même chose que... Et probablement pour moi, la peinture et la plongée et l'eau, c'était un synonyme. Encore maintenant, si j'essaye de me voir moi-même, je m'imagine soit sur mon tableau, soit en flottant. Mais j'aime bien les masques parce que j'aime bien regarder. C'est effectivement quelque chose qu'on ressent et qu'on retrouve à travers toute l'exposition à la Villa Paloma. Xavier Prache, on l'a dit, vous êtes directeur de la Société des explorations de Monaco. Vous avez également servi comme officier dans la marine française durant plus de 30 ans. Donc l'exploration, la diversité des mers et des océans, l'observation, la recherche scientifique sont des thèmes qui vous parlent beaucoup. Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer quelles sont les missions de la Société des explorations, mais je serais curieux ensuite de savoir, lorsque vous avez découvert l'exposition à la Villa Paloma, quelles ont été vos premières impressions, vos premières idées, vos émotions peut-être, ou les souvenirs de marin, si j'ose dire, que le travail de Mickaël a ravivé. Bien, bonsoir à tous. Merci Stéphane. Je suis désolé, Mickaël, mais j'étais militaire. Dans une autre vie, avant d'arriver il y a un an, tout juste à la tête des explorations de Monaco. Et durant 33 ans, j'ai exercé ce métier sur des bateaux plutôt gris. Mais en tout cas, on avait un élément en commun, Mickaël, c'est la mer. Et quand je suis arrivé ici il y a un an, on m'avait dit, avant que j'arrive, tu vas mettre tes pieds dans les traces d'Albert Ier, du prince Albert Ier. Bon. Et en arrivant ici, moi j'ai pris une première gifle. Parce que quand vous arrivez dans ce bâtiment qui est empli d'histoire et qui mêle à la fois art et science, on se prend une vraie gifle. Dans les bâtiments, il n'y a qu'à lever la tête. Hein. Quand on rentre dans cette salle de conférence, elle est juste magnifique, elle est emplie d'émotions. Et c'est ce qui se traduit
C'est ce que traduit à la fois tout ce qui est exposé ici au sein de l'Institut océanographique, du musée océanographique. Et puis quand on va voir une exposition d'un artiste, on est souvent transporté d'émotions. Moi, en prenant ces fonctions de directeur des explorations de Monaco, j'organise des explorations. Donc je me mets dans les traces d'Albert Ier qui, sans doute parmi les tout premiers, s'est lancé dans des explorations maritimes, puisqu'il était particulièrement conscient de la fragilité de cet environnement-là. Et donc, ces explorations de Monaco, elles ont vocation à mieux faire connaître l'océan par la science. Et c'est là qu'on retrouve la science qui vous anime également, d'où le nom de votre exposition, océanographe. Et par la science, en fait, l'objectif, c'est à la fois de faire naître l'émotion et de donner de l'information objective, concrète, aux politiques, aux décideurs politiques, pour prendre les bonnes décisions sur la protection de l'océan. Et puis vis-à-vis du grand public, que vous êtes ici, mais viennent tous les jours plusieurs milliers ici au musée océanographique, c'est de les faire connaître l'océan et de leur faire aimer l'océan pour mieux le protéger. On protège bien ce que l'on aime, évidemment. Et donc ça, c'est ma mission. C'est une formidable feuille de route, quand même. Et un peu comme ce que faisait Albert Ier avec ses explorations, les explorations de Monaco, quand elles montent une mission scientifique, il lui arrive d'inviter des artistes. Peut-être qu'un jour, Mickaël, vous aurez l'occasion de venir nous rejoindre pour une mission de ce type-là. En 2022, lorsque les explorations de Monaco ont organisé une mission en océan Indien, 3 artistes avaient embarqué pendant 1 mois et demi à bord du bateau océanographique. Et durant ce mois et demi, en fait, on racontait par leur art tout ce qu'ils avaient vécu. Et c'est exactement ce que faisait Albert Ier, en fait, au début du XXe siècle, lorsqu'il était accompagné d'artistes, et notamment Louis Tiner. Et ces artistes, à la fois, exprimaient leur art, mais c'était également une nécessité, puisque à l'époque, il y avait peu de photos. Et lorsque on voulait retranscrire une impression, on faisait appel à l'artiste qui prenait son carnet de dessin et puis dessinait tout cela. Moi, ce qui m'a frappé, donc j'ai pris une gifle en arrivant ici, j'en ai pris beaucoup pendant 1 an parce que je découvre des choses absolument formidables. Vous voyez certaines photos qui sont projetées derrière vous, certaines, alors évidemment les œuvres de Mickaël, mais aussi un certain nombre de photos sous-marines qui sont absolument stupéfiantes et qui sont des vraies œuvres d'art, naturelles, celles-ci. Et en allant voir l'exposition de Mickaël à la Villa Paloma, j'ai été accueilli par Stéphane ici et il m'a fait plonger littéralement dans cette exposition. Et je me suis pris une nouvelle gifle, Mickaël. C'est une exposition qui est construite de manière très logique. Vous débutez dans les abysses, et puis plus vous montez dans les étages de la villa, et plus vous remontez vers la surface. Moi, ce qui m'a frappé, et on le sent à travers vos œuvres, Mickaël, et c'est expliqué dans le livre de l'exposition, c'est que lorsque vous créez la plupart de vos œuvres, vous vous placez au-dessus de vos toiles, en plongeur. C'est comme si vous étiez en fait en apesanteur au-dessus de vos toiles, et donc en apnée. Et ce que vous écrivez d'ailleurs, c'est la mer, c'est ma respiration. Vous respirez par la mer. Et ce qui est souligné par Björn dans ce livre également, il est écrit « L'artiste éprouve d'abord la mer physiquement ». C'est un vrai échange physique avec vous. Et la question que je voulais vous poser, Mickaël, c'est est-ce que dans toutes les techniques que vous utilisez aujourd'hui, elles sont nombreuses, il suffit d'aller voir l'exposition à la Villa Paloma, dans toutes les techniques que vous utilisez aujourd'hui et qui vous rapprochent de la mer, est-ce que ce besoin d'être en symbiose avec la mer, est-ce qu'il est vital pour vous? Vous savez, ça s'arrête tout seul, ça. Oui, mais quand je me suis aperçu de ça, que je plonge dans mes tableaux, après des années de le faire, c'est-à-dire, j'ai toujours fait la plongée, quand vous faites le snorkeling, c'est-à-dire de nager puis de temps en temps plonger, par exemple, on passe le temps à attendre, non, je me suis dit, c'est la même chose que la peinture, mais je l'ai découvert peut-être 30 ans après, c'est-à-dire, je me rappelle que j'avais une ceinture de plomb, mon fusil de gomme de pêche sous-marine. Alors je descendais à 15 mètres et j'attendais pas longtemps. Et de coin d'œil, je voyais les poissons que je pensais, peut-être un ensemble de dorades. Et puis de coin d'œil, j'ai des poissons très curieux, les poissons, je laissais qu'ils s'approchent. Et à peine sans bouger, à peine clac, je tirais sur celui que je voulais.
et puis je remontais avec les poissons. Mais pour la peinture, c'est un peu la même chose. On attend comme un chasseur ou comme on a beaucoup de temps d'attente immobile. Non? Et c'est fou parce que la peinture, on appelle ça action painting souvent, mais c'est plutôt l'attente. Même Jackson Pollock, à mon avis, passait beaucoup d'heures arrêtées avant de... C'est très frénétique, mais de très courts moments. La plupart du temps, on est en attente, comme un pêcheur. Vous voyez d'abord de la mer, ces gens qu'on voit avec sa canne, ils sont toujours en attente. Non? Oui, et même les poissons, souvent, ils sont en attente. Oui, de petits mouvements frénétiques dans un monde d'attente. Et c'est assez beau de voir ce double... Oui, moi, je me suis aperçu que ce que j'ai fait, c'est proche à ça. C'est comme ça, mais après l'avoir fait pendant la moitié de ma vie. Oui. Et vous peignez sur enfin, votre œuvre, votre projet, il est souvent au sol, il n'est pas vertical, il n'est pas sur un chevalet. Deux fois, mais pas. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je peins des tableaux au plafond pour créer des stalactites, comme cette coupole des Nations Unies, que c'est une œuvre au plafond. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe si on fait une œuvre au plafond avec beaucoup de matière? Ça crée des stalactites. Alors, j'ai provoqué ça mécaniquement, même en projetant de la peinture en quantité, 50 000 kilos de peinture au plafond, faisant dégouliner, reprojeter pour créer une grotte accélérée, disons, non? Comme une géologie accélérée. Et avec toutes les couleurs que j'ai trouvées je pense qu'il y a 47 pigments différents, c'est énorme. C'est toutes les couleurs différentes que j'ai trouvées dans notre planète, et pure, sans jamais mélanger les uns avec les autres. C'était une œuvre qui contenait toutes les couleurs et puis une mer qui est sur notre tête. Non? C'était vraiment tout un peu à l'envers. Mais ensuite, j'ai fait beaucoup de tableaux par terre, comme on voit souvent dans les photos, en peignant comme Jackson Pollock, à nouveau, non? Comme en faisant des dripping, par terre, puisque si on jette la peinture, oui. Et puis j'ai fait beaucoup de tableaux sur un chevalet au mur, comme tout le monde, disons, pour faire des portraits. Tout ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, après tout. Mais oui, je pense que je ne fais de petits, de grands, en céramique ou en toile, ou ou en argile, ou en sur de verre, non? Presque boueuse, quelque chose qui disparaît, seconde, non? Je voudrais des choses qui disparaissent. J'aime bien peindre des choses qui ne restent pas. C'est comme l'aquarelle, quand c'est mouillé, il suffit de souffler et ça tout part, et c'est quand même très plaisant. C'est bien. Il y a tellement de choses dans ce monde, c'est bien de faire des choses légères et qui ne restent pas si longtemps. Oui. Justement, petite question, Mickaël, puisqu'on voit passer quelques reproductions de ces pages que nous avons voulu mettre en ouverture du catalogue, quelques pages extraites de tes carnets. On a présenté dans l'exposition ces carnets un petit peu comme une sorte de laboratoire mobile, pour rester sur la métaphore de la science et de la recherche, mais c'est vrai que l'analogie avec le journal de bord est également tentante. Est-ce que tu peux nous expliquer la place qu'occupent ces carnets dans ton processus artistique? Parce qu'effectivement, ta peinture ou la céramique, pour toi, c'est plus, si je ne me trompe pas, une forme de passage à l'acte. Il n'y a pas vraiment place à la réflexion au moment de l'action. En revanche, il y a une sorte de second temps qui accompagne ta pratique. Ce ne sont pas, comme on imagine parfois, des études préalables aux toiles ou aux céramiques, mais c'est vraiment une sorte de deuxième, de réflexe, de fil conducteur, de pensée continue. Oui, c'est jamais des études. En fait, si j'ai fait des études, je les fais sur la toile même ou sur un mur de l'atelier. Mais des carnets, c'est des œuvres en soi. C'est comme si j'écrivais un roman et je fais chaque jour quelques pages, mais il n'y a pas un but. Souvent, je peins une chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire dans mes carnets. Ils ont comme une vie à soi. Non? Je respecte un peu son délire. Je laisse que ça m'amène. Oui, mais souvent, je vois qu'ils apparaissent des choses de images marines, comme je vois ici de poulpes. Peut-être je pense ces poulpes à New York ou pas forcément sur un bateau. Vous savez, c'est pas. Il vient de ma tête, il ne vient pas de la mer. C'est toujours, bien sûr, à l'origine, c'est des poulpes que je connais. J'ai passé beaucoup d'heures et beaucoup de jours à regarder les pieuvres et les poulpes dans son... Je les ai beaucoup étudiés, j'ai dû lire tout ce qui a été publié sur les poulpes
en 3 ou 4 langues. Je peux dire que je connais le sujet. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai arrêté de manger de poulpe il y a plus de 20 ans parce que j'étudiais trop, alors je n'avais plus envie de manger. Mais tout simplement parce que j'ai commencé à étudier les chromatophores, les capacités avec sa peau de créer des images et des formats à une grande vitesse. Et j'avais même un projet avec un autre artiste de faire un aquarium dans lequel on apprenait au sèche, pas au poulpe, au sèche, à faire des images que je leur donnais. Et parce qu'une fois qu'ils savent fabriquer les images, ils sont capables de le répandre. C'est-à-dire, si tu introduis un damier dans un aquarium avec des sèches, le sèche va apprendre à faire les damiers, les carrés noirs et blancs, et ensuite il peut passer cette information à un deuxième sèche. Ça, c'est formidable, non? Et puis il peut stocker l'information. C'est-à-dire, la deuxième fois, il n'a pas besoin de damier pour le fabriquer. Et j'avais envie d'essayer de faire une espèce d'exploration avec. L'idée, je me rappelle, c'était amusant, c'était de libérer ces sèches une fois, faire comme un temple, comme créer des prophètes, non? Et ensuite le libérer quelque part pour qu'il répande la bonne nouvelle, non? Quelque chose comme ça. Comme une église, un temple de céphalopodes. Oui. Oui, on cherche des sponsors, peut-être l'armée, la marine française. Oui, principal de Monaco, on cherche des sponsors, mais on n'a jamais trouvé. Je sais qu'on avait essayé au Qatar un moment, et puis je me rappelle les regards de ce monsieur. Je ne l'ai pas convaincu, je ne suis pas très fort pour trouver des sponsors, comme vous voyez. On va t'aider. Mais le projet est toujours en cours, c'est pas abandonné. Oui, c'est un projet. Oui. Moi, vous savez, si je devais faire une exposition de projet, je pourrais remplir 10 fois Villa Paloma. Le projet, il y en a 10 par jour. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que le poulpe est presque une sorte de totem, de figure totémique qui revient très souvent dans ton travail. Tu avais d'ailleurs fait une exposition à Madrid qui s'intitulait Vie de poulpe. Et je pense aussi à cette très belle série qui, malheureusement, on n'a pas pu exposer dans l'exposition, les séries des Doblecoidea qui sont des poulpes en regard, comme des fausses symétries qui sont assez... Oui, parce qu'il y a cette symétrie dans les poulpes, non? Qu'ils adoptent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Je vous découvre rien, mais c'est fascinant. Maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les poulpes en particulier, mais ils ont une sorte d'esthétique propre, non? Cette idée de symétrie, c'est quand même... Regardez comme c'est difficile chez nous, la symétrie. Les poulpes, ils l'adoptent facilement, comme il y a une sorte de choix esthétique dans le monde des céphalopodes, particulièrement des poulpes. Que c'est curieux, c'est très intéressant. Il peut être complètement asymétrique et terrifiant, mais soudain symétrique, comme s'il cible une espèce de symétrie parfaite. C'est très intéressant, c'est très curieux. Tout ça, ça vient des chromatophores, de cette peau, 1 centimètre carré une peau d'un poulpe, c'est comme un super écran énorme de plasma de 10e génération avec la capacité de faire des formes, de couleurs et de mouvements, et en nanosecondes s'y change, et puis est partout différent. C'est-à-dire, c'est pas un pattern régulier qui fait dans un corps, non, c'est d'une jambe à l'autre, c'est en train d'échanger comme c'est vraiment une pure merveille. C'est pour ça que dès que vous touchez un poulpe, c'est comme si vous touchez un papillon. Vous abîmez ces sortes de machines, c'est très fragile, sa peau. Mais vous savez, c'est le seul animal qui peut se nourrir de soi-même. Ça, j'ai trouvé la métaphore de l'artiste parfaite. C'est-à-dire, un poulpe, s'il y a une murène autour, c'est-à-dire qui veut bouffer, il doit se cacher, et il ne sort pas, mais il peut se nourrir d'une ou deux de ses extrémités qui vont repousser.
en attendant que la murène s'éloigne. Et ensuite, parce c'est comme un Ferrari, il a besoin de beaucoup d'énergie. Alors ensuite, ces jambes vont repousser, mais il faut qu'il mange rapidement. Alors il sort désespérément pour chasser quelques crabes pour pouvoir se remettre en... Mais l'idée qu'il se nourrit de soi-même, je me suis dit, ça c'est exactement ce que les artistes ont fait. Oui. Qui est la murène dans la métaphore? De fond, on ne le sait pas, mais on le fait. Ah, la murène. Que tu me regardes. On retrouve aussi les poulpes comme un motif iconographique et un sujet aussi mythologique dans à peu près, je pense, tous les temps et tous les peuples des littoraux. C'est quelque chose que tu comprends, cette fascination universelle à l'égard de ces taureaux céphalopodes. et les poulpes, c'est peut-être des images iconiques qui apparaissent dans toute culture, non, depuis la nuit des temps. Oui, oui, non, c'est sans doute. Au-delà des seuls poulpes, on trouve souvent dans ton travail des formes d'autoportraits sous les traits d'animaux, Oui. des autoportraits Oui. en mammifères marins, en raies, effectivement beaucoup de poulpes. Et tu expliquais dans un entretien que selon toi, c'est un privilège de s'animaliser, qu'il y a quelque chose qui relève d'un extrême humanisme dans le fait de reconnaître cette animalité. J'étais ami de ce philosophe Jean-Luc Nancy, qui est mort malheureusement il y a peu de temps, et on avait une discussion sur ça, et je lui disais peut-être c'est une forme d'humanisme, cette idée qu'il y a tellement de gens qui ne mangent pas des animaux, et ce nouveau respect. En même temps, mais j'avais des doutes, ma question était... Bon, je doute un peu de ça. Mais c'est-à-dire, on ignore beaucoup les animaux, on le maltraite plus que jamais, mais en même temps, on ne veut pas le tuer, on ne veut pas participer de sa destruction. Et Jean-Luc m'a dit, non, c'est pas un formalisme, c'est la peur de perdre notre époque d'animalité qui nous reste. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ces rapports. C'est-à-dire, l'homme est presque plus... C'est très difficile de se ressentir à soi-même comme un animal, et c'est pour ça qu'on a ces rapports à l'animal un peu excessifs, non? Parce que si on est un animal, ils n'ont aucun état d'esprit pour se nourrir c'est-à-dire quand un poulpe doit tuer un petit poisson ou un crabe, il ne fait pas d'état d'âme. Il y va, pam, très efficace, il se le bouffe, je l'ai vu faire plein de fois. Et puis c'est comme ça que ça se doit d'ailleurs. Non mais j'y pense souvent parce que c'est vrai, c'est drôle parce qu'avec Jean-Luc Nancy, j'avais pensé bêtement de l'amener à la grotte Chauvet pour faire dedans une espèce pour pouvoir discuter de ça, de l'animal et de l'homme et de la représentation de l'animal dans un endroit. Mais bien sûr, je n'avais pas pensé, Jean-Luc Nancy portait un cœur transplanté depuis 40 ans. C'était un grand malade, mais qui a vécu très longtemps, il a fait son œuvre avec un cœur transplanté. Mais c'était impossible de l'introduire dans la grotte Chauvet. Il faut être en bonne forme, puis on descend une espèce de fossé, puis l'air est très rare, on respire mal, enfin... C'était évidemment pas pour lui. Mais on a fait une chose à mon atelier, on a reproduit la grotte Chauvet en photo, en taille réelle, et on a fait un peu notre rendez-vous en parlant de l'animal. C'est là où il m'a dit qu'il pensait que ses rapports à l'animal, c'était plutôt la peur de n'être plus des animaux. Oui. Il faut s'exercer tous les jours un tout petit peu être des animaux. Mais 1 heure par jour. Il faut faire la bête. là, tu dis que ton corps fait partie de la nature, que tu te rapproches vraiment de l'animal. Pour être allé te visiter, il y a à la Matensa, enfin, il y a la question aussi de l'équilibre de l'environnement naturel dans lequel tu vis. Tu vis avec des chiens, des animaux domestiques, des animaux plus ou moins sauvages, des animaux que tu manges, que tu pêches. Et est-ce que, visiblement, c'est un souci constant de te dire que tu te places comme un être humain au milieu de tout ça, mais de manière assez symbiotique, dans un petit écosystème que tu as recréé. Mais je pense que si on tue un animal, il faut être très conscient de ce qu'on fait et pourquoi. Oui, ce qu'il y a de pire, c'est l'indifférence, non? Ce qui est fasciste, c'est l'indifférence. Bien sûr, mais il y a même une célébration dans cette forme de... Oui, bien sûr, parce que c'est un grand moment de bonheur,
Quand on tue un cochon toute une année c'est de protéines pour toute une grande famille pendant un an, c'est quand même un grand moment de bonheur. Je sais bien, c'est pour ça que je voulais t'en entendre parler, parce que Oui, oui, non, c'est intéressant. Et bien, probablement c'est la même chose avec un thon ou avec une baleine dans une certaine culture. Non? Si c'est-à-dire, on fait entrer de centaines de kilos de viande pour quelques années, pour toute une... Oui, je pense que c'est quand même une grande responsabilité de tuer des choses. Mais il faut ça, oui. Dans ma peinture, on voit souvent des animaux qui sont sacrifiés. Non? Même ces crabes que je vois maintenant, ce n'est pas un crabe vivant, c'est un crabe en morceaux. J'aimais bien comme métaphore, parce que j'aime bien, c'est comme une armure, non? C'est comme Don Quijote, non? Qui enlève son armure faite c'est un peu dérisoire de ce côté. Bon. Mais j'aimais bien les crabes de Chine. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand je fais ces images, je n'ai pas une idée derrière la tête, mais je la trouve suffisamment puissante pour la faire et ensuite pour la refaire, pour aller plus loin. Mais maintenant, je me dis ça de l'armure de Don Quijote, mais quand je l'ai faite la première fois, je faisais qu'un petit crabe à morceaux que j'ai vu sur la table de chez moi au restaurant, probablement. Mais les images arrivent à devenir autre chose. C'est comme, vous savez. C'est vrai que Je peux faire ce que je ne sais pas que ce que je sais avec ma peinture. Alors, c'est que j'essaie toujours de faire des choses que je ne sais pas. Les choses que je sais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. d'où le côté expérimental, effectivement, de ton travail. J'avais retrouvé une petite phrase que tu avais notée dans un de tes carnets, une réflexion concernant l'art comme théorie du monde. Je l'ai mise en exergue dans le texte au catalogue, où tu écris on construit, comme si tu résumais le travail d'un artiste en disant en gros on construit un petit univers en miniature et on observe l'évolution. C'est quelque chose que tu avais écrit, c'était en 1991, c'était à Ségou, donc c'était le début d'une longue histoire d'amour avec le Mali, avec la culture Dogon en particulier. Est-ce que d'ailleurs la cosmogonie Dogon, c'est quelque chose qui infuse aussi dans ton travail? Ah oui, oui. Le Dogon, pour moi, c'était comme si j'arrivais dans un de mes tableaux. Mon impression quand j'étais au Mali, j'ai tombé amoureux du Mali dès le premier moment. J'ai traversé la frontière de l'Algérie vers le Mali. Dès que je suis arrivé au Mali, j'étais séduit par ces pays. Ça m'a beaucoup plu. Mais quand je suis arrivé au pays d'Ogon, c'était comme si j'étais tombé dans un de mes tableaux. C'est comme si je reconnaissais quelque chose que j'avais. C'est bizarre. C'est comme toutes ces cosmogonies d'Ogon, que les choses sont, chaque chose représente une autre. Et que c'est comme j'avais écrit, c'est comme un grand jardin bouddhiste, et tu ne sais jamais si c'est quelqu'un qui a fait ça ou si c'est naturel. C'est toujours les pierres, les grands rochers ont des noms, c'est comme des sculptures, mais c'est des pierres qui sont là depuis des millénaires, mais ils ont été nommés, non? Et les Dogons, ils sont très forts pour donner des noms à des choses que... C'était pour moi, c'était la grande... J'ai appris à faire la céramique, mais j'ai appris beaucoup plus que ça. C'était une grande... Oui, et puis, c'est là où je me suis dit, c'est comme, bon, tout ça, c'est mon atelier, non? Mon atelier, au début, c'était une petite pièce, ensuite une grotte, un abri de la falaise, mais qui devait faire 700 ou 800 mètres de longueur, et puis il finissait dans une cascade d'eau qui tombait jusqu'en bas de la falaise pendant 500 mètres. Alors c'était le plus grand atelier du monde. Et là, c'est là où j'ai dit, c'est un petit monde en miniature et on regarde, parce que je voyais plusieurs villages, plusieurs familles. Oui, c'était souvent dans mes tableaux, tu vois que c'est comme un monde de Vidao avec beaucoup de figures, ça vient probablement de cette falaise. Et bizarrement, là où j'habite à Majorque, c'est aussi en hauteur et je vois plusieurs villages en bas, probablement c'est aussi un choix. Et probablement le fait que mes tableaux soient par terre et moi en haut, ça revient au même, non? Oui, j'ai souvent pensé que mes tableaux, c'est comme une crèche, non? Dans laquelle il y a un petit Jésus, des petites figures qui viennent passer un peu comme ça. Oui. Et on retrouve aussi quand même souvent dans ta façon de travailler comme des reproductions de processus de formation tellurique. Tu fonctionnes avec des principes de sédimentation, de stratification, de concrétion, de séisme même. Ça, ce sont des tableaux qu'on n'expose pas, mais où tu secoues la toile pour créer des reliefs. Donc finalement, tu travailles volontiers comme la nature et avec la nature. Oui, les artistes ont souvent dit qu'ils s'inspirent de la nature,
Mais quand tu fais un tableau, tu crées une petite nature. Si tu la secousses, c'est très naturel, non? Ça reste un phénomène, oui, où tu crées une inondation ou des gouttes bonnes, tout ça. Oui, bien sûr. Je pense que peindre, c'est accepter, apprendre à accepter ce qui arrive, non? Toutes les maladresses. Souvent, j'étais en train d'essayer d'écrire un truc cet été sur une commande, c'est comment faire un tableau. Et je essayé de dire comment détruire un tableau, comment ne pas faire un tableau, comment faire tout sauf ça. Mais je me disais, pour faire un tableau, basiquement, c'est de se dire, tout ce que tu fais, que tu penses que c'est bien, fais-le. Dès que tu fais un truc et dis quelle merde, là peut-être tu peux le garder. Mais on avance comme ça, avec des accidents, avec des choses dont on est loin d'être fier, non? Des choses vraiment mal. Mais dès que tu fais une chose que tu as réussi, ça ne va pas. Il faut le laisser à côté. Alors c'est des accidents, des erreurs, de maladresses. C'est ça, faire la peinture, en fait. Tu parlais d'accidents et on en avait parlé préalablement dans un échange. Et ce qui est intéressant aussi, le contexte, parce qu'on parle d'exploration, de voyage, et tu ne peins pas, évidemment pas de la même manière quand tu te retrouves dans un climat sec, comme au Mali ou au Kenya, dans un contexte tropical humide. Tu as une certaine fulgurance dans l'exécution de ton travail. Oui. Et donc, en fonction du contexte, eh bien, les accidents sont différents. Oh oui. La peinture sèche plus vite, moins vite. Il y a des repentirs possibles. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au gré de tous ces voyages, eh bien, le contexte de création, évidemment, culturel n'est pas le même géographique, mais climatique, au point où tu maîtrises plus tout à fait les choses de la même manière. On pourrait faire une histoire de l'art selon le climat. Oui. Les peintres de pays secs, ils sont complètement différents des peintres du Nord, tu vois, parce qu'il fait froid et les journées courtes. Ils travaillent souvent aux bougies à l'intérieur parce que les jours durent 3 heures et après il fait noir. Et puis, non, mais j'ai peigné au Guatemala dans la forêt du Petén et mes aquarelles étaient moisies. À peine, ils ne séchaient pas, ils moisissaient. Tu vois, c'était extraordinaire. Ils n'arrivaient pas à sécher, c'était tellement humide que... J'ai peigné une fois aux Alpes dans un refuge de montagne parce que je venais du Mali et je me suis dit les blancheurs de la neige doit être quelque chose de si radical que la blancheur des Alpes. Alors je me suis dit quand même, c'est la première fois qu'un peintre a cette possibilité de peindre dans des endroits si extrêmes, de voir, tu vois, pas en photo mais d'être là. Je voulais voir qu'est-ce que ça donne sur un tableau. C'est parce que j'ai réfléchi un peu à ce sujet de qu'est-ce que fait un peintre quand tu vois le monde depuis un avion, tu vois. Picasso ou Matisse voyaient rarement le monde depuis un avion. Ils voyaient depuis les trains ou les Spono Suiza par la fenêtre, mais pas de l'avion. Alors je me suis dit c'est quand même intéressant de pouvoir travailler en janvier au Mali, au désert du Mali, et en avril aux Alpes, dans un 4000 mètres, dans un refuge de montagne. Alors j'ai essayé de peindre la même chose, une sorte de blancheur absolue. Et puis la chose que je n'avais pas prévue, c'est que déjà aux Alpes, tout mon tableau était congelé après 30 secondes. Et un tableau congelé, c'est quelque chose qui fait crac, 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 et se craquait le monde. Alors je devais peindre avec 2 lunettes de soleil, parce que sinon mes yeux... Je me rappelle, j'avais dit à quelqu'un, oui, c'est un tableau moderne parce qu'il est peint aux lunettes de soleil. Et après, je mettais mon tableau sur le toit chaud pour que ça ne se congèle pas complètement. Mais finalement, c'était le climat qui déterminait mon travail. L'image, c'est la blancheur absolue qui serait, oui, peu importe. Finalement, ce n'était pas si important. Mais par contre, le climat était déterminant. Si je peins au désert, au Mali, je peignais très vite parce que j'avais écrit ça. Si tu vas pisser, si tu fais que ça ne mouille pas par terre, tellement c'est sec. Quand tu penses, si tu réfléchis un instant, il n'y a rien au pinceau, c'est séché. Non, parce que c'est tellement sec. Tu dois faire vite parce que... Et puis, oui, au Guatemala, c'était tellement humide que ça ne sèche pas. Tu peux trimballer ton aquarelle humide pendant des jours et des jours. C'est intéressant pour moi, je suis très sensible à ces choses-là. Ça me plaît beaucoup et ça détermine beaucoup oui. Je voudrais revenir sur... Le poulpe dont tu parlais d'un peu. Exactement. Oui. Je voudrais revenir sur une autre inspiration ou influence importante
et tu l'évoquais tout à l'heure en parlant de la grotte Chauvet particulièrement, mais au-delà de la grotte Chauvet bien entendu, c'est tout l'art pariétal. Alors c'est intéressant parce que le prince Albert Ier, qui est à l'origine du musée océanographique, qui est à l'origine de l'Institut océanographique de Paris, a aussi initié le musée d'anthropologie préhistorique ici à Monaco, l'Institut de paléontologie à Paris, aux mêmes époques, tout début du XXe siècle. Il liait lui-même son intérêt pour l'océanographie à son intérêt pour l'anthropologie préhistorique. On a tout près de chez nous, assez proche de chez nous, la grotte Cosquer qui attire l'attention sur ces problématiques aussi liées au changement climatique, à la montée des eaux. En deux temps, je dirais, puisqu'on a des représentations dans Cosquer qui montrent des phoques, des pingouins, qui nous permettent de mesurer l'évolution et les changements, les modifications, disons, sur la faune des littoraux. Et on considère que Cosquer était à l'époque environ à 120 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Elle est aujourd'hui à 37 mètres sous l'eau. Et on sait que la montée des eaux et puis les polluants emmenés par l'eau posent et poseront des problèmes de conservation et probablement à terme vont condamner la grotte. Xavier Prache, d'ailleurs, dans le cadre de vos missions, est-ce que la question de la conservation du patrimoine culturel fait partie de votre travail ou des discussions intergouvernementales auxquelles vous participez ? Alors bien sûr, mais pas que culturel. Ce que vous avez sous les fenêtres du musée océanographique, et ce que dépeint Miquel dans ses œuvres, c'est cette mer, cet océan, c'est notre patrimoine, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Et celui qui tourne le dos à la mer tourne le dos à l'humanité. Enfin, moi, c'est ce que je pense très profondément. Et la défense de ce patrimoine, à travers les actions que peuvent mener les explorations de Monaco et l'ensemble de ses partenaires monégasques avec lesquels on travaille, en particulier l'Institut océanographique, puisque c'est lui qui nous accueille aujourd'hui, c'est la défense et bien au-delà, c'est l'éclairage de la vulnérabilité de ce patrimoine pour permettre aux différents décideurs politiques de prendre des bonnes décisions pour protéger ce patrimoine. En Méditerranée, la Méditerranée vous est chère, Miquel, c'est quand même une mer qui vous a vu grandir, dans laquelle vous avez d'abord appris à nager avant de savoir marcher. Vous avez quand même 191 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO reconnus, c'est quand même une concentration assez impressionnante. Les explorations de Monaco, dans les différentes missions qu'elles ont pu mener depuis leur création en 2018, sont allées sur des sites du patrimoine mondial marin, comme Malpelo en Colombie, comme Aldabra aux Seychelles. Toutes ces pépites, je dirais, ces pépites naturelles, ces pépites du patrimoine, qui sont comme des bouées de sauvetage sur lesquelles il faut s'accrocher pour arriver à avancer, arriver à garder un certain espoir. En fait, cette image idéale que le prince Albert Ier avait souhaité défendre dès le début du XXe siècle, et que ses successeurs, son Altesse Sérénissime le prince Albert d'aujourd'hui, et les artistes également, à leur manière, sont là pour défendre également. Donc pour moi, c'est donc au-delà du patrimoine culturel, et c'est lié, mais il n'y a pas que ce patrimoine-là. On est vraiment dans une œuvre de valorisation, de connaissance par la science de tous ces sites et qui permettent d'avancer, d'avoir une vision assez positive sur l'avenir, parce qu'il faut rester positif tout de même. On lit souvent que l'océanographie est une discipline holistique. Ça rejoint ce qu'on disait aussi peut-être tout à l'heure sur la question de la cosmogonie de Gon et cette perception du monde comme un tout. C'est vrai que les phénomènes doivent être pris comme un tout. Il y a toute une chaîne, on a parlé beaucoup récemment des conséquences du passage, par exemple, du phénomène El Niño à la Niña. On parle souvent de la forêt amazonienne comme du poumon de la planète. C'est vrai que les océans sont un organe tout aussi vital, peut-être, je ne vais pas dire davantage, mais effectivement aussi vital. Xavier, vous étiez présent au mois d'avril à Barcelone pour la conférence de la décennie de l'océan. Vous travaillez, je suppose, d'arrache-pied dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en juin prochain. Est-ce que l'art a un rôle à jouer, selon vous, aux côtés des scientifiques, aux côtés des décideurs politiques ?
il est indissociable, selon moi, parce que alors nous, notre action, elle peut s'appuyer sur l'art, elle s'appuie avant tout sur la science, comme outil de médiation au sens de sensibilisation. Mais l'art pour nous est un support, comme ce que je disais tout à l'heure, à la fois Albert Ier lors de ses explorations, nous au XXIe siècle, lors des explorations maritimes, on embarque des artistes qui sont là pour parler science à leur manière. Et moi, je reste persuadé que par l'art, qu'il soit peinture, sculpture, photo, parfois une représentation d'un artiste parle plus que 3 tomes d'un écrit. Vous avez peut-être pu voir tout à l'heure une photo qui est tout à fait impressionnante, qui est une photo qui a été prise au Spitzberg d'un glacier qui s'appelle le Smeerenburg. Et voilà, celle-ci qui s'affiche ici. Cette photo, elle a marqué et elle continue de marquer considérablement le prince Albert II. Il en parle dans ce sont les toutes premières pages de son livre L'homme et l'océan. Pourquoi? Je veux juste vous citer cet extrait qui est très fort. 2 photos, l'une en noir et blanc, donc celle du bas, pardon, l'autre en couleur. La première appartient à mon arrière-arrière-grand-père, Albert Ier, prise au large du Spitzberg. La photo la plus récente, c'est moi qui l'ai prise. Il y a quelques années, exactement au même endroit. Sur la plus ancienne, une montagne de glace s'avance vers le photographe. Elle le domine et l'écrase presque. Sur la mienne, le glacier a disparu. Chaque fois que je m'arrête sur ces 2 images, je suis saisi, bouleversé. Elle raconte une tragédie, la mienne, la vôtre. Voilà, vous montrez cette photo dans n'importe quelle réunion, dans le monde entier, sans mots. Vous mettez juste les dates, un siècle sépare ces 2 photos, et vous voyez la transformation que cela représente. Vous en avez plein d'autres de photos. Nous avons, vous l'avez dit Stéphane, on est allé à Barcelone pour annoncer cette série de missions en mer Méditerranée qui sert à promouvoir notamment tous les outils de protection de la Méditerranée et notamment les aires marines protégées. On a monté une exposition et il y a des photos pour illustrer ce qu'on appelle l'effet réserve. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Mickaël. L'effet réserve, c'est de regarder ce qui se passe lorsque l'on imagine des mesures de gestion et d'exploitation d'une zone avec une exploitation raisonnée, etc. On prend une photo à un moment donné et puis on reprend une photo 10 ans après. Et on regarde l'effet que cela a eu. Et ces simples photos suffisent à dire, ben, oui, l'effet, il est là. Hein, il est très clair. Et donc, c'est pas la peine de faire des traités. C'est juste suffisant. Et vous, à votre façon, Mickaël, vous illustrez cet état de fait-là sur cette Méditerranée qui vous est chère et vous arrivez à nous sensibiliser sur, à la fois sur ce que l'on trouve au fond de l'eau, ce que l'on trouve au-dessus et ce que l'on trouve aussi, ça m'a amusé dans votre exposition, ces nappes qui sont admirablement bien brodées et peintes, brodées par votre mère et peintes par vous. Quel enfant aurait imaginé pouvoir peindre les nappes sous les regards admiratifs de sa mère? Nous, on se prenait plutôt une paire de claques en disant « Allez, retourne dans ta chambre à faire tes devoirs ». Et non, mais ce que vous faisiez, c'est juste formidable. Et les nappes qui sont exposées, la nappe, enfin je pense à une notamment qui est exposée à la Villa Paloma, elle est formidable. Et ce que vous mettez sur ces nappes, ces crabes énormes, appétissants, on a l'impression qu'ils bougent encore. C'est vraiment une illustration de ce que quiconque aimerait pouvoir voir en plongeant là avec son masque. Et c'est ce qui vous a habité dans votre jeunesse. C'est vraiment c'est ce qui marque ce pouvoir qu'ont les artistes à illustrer ce que tout le monde rêverait de pouvoir trouver au fond des océans. De glacier suisse des Alpes en rétrécissant, parce que ça m'avait beaucoup, il y a très longtemps que j'ai fait ce groupe de tableaux, ça m'avait beaucoup perturbé quand j'ai vu que ça rétrécissait. Il y avait cette histoire que vous devez sans doute connaître, tout le monde la connaît, c'est une femme qui était une femme de 40 ans, qui était une exploratrice, une
montagnarde qui a trouvé le corps de son père. Le glacier a craché le corps de son père qui était disparu avant sa naissance. C'est-à-dire, quand sa mère a accouché d'elle, son père venait de disparaître dans une crevasse. Et c'est le glacier a rendu, le glacier qui rétrécit, a rendu et c'était une histoire tellement poétique et belle et troublante. Et cette dame a tout de suite reconnu son père parce que son père était frais, vivant comme s'il avait 30 ans. Non? Alors j'avais peint plusieurs tableaux sur les glaciers, mais c'était aussi intuitif. Je n'étais pas encore conscient d'à quel point c'est tragique, ces rétrécissements des glaciers, comme des photos que vous venez de nous faire voir. La plupart des gens penseraient « Oh, c'est l'hiver et l'été ». Non, c'est une photo, c'est en été, automne-hiver. Non, non, mais c'est quand je pense ces glaciers, je me disais « Oui, les glaciers rétrécissent, mais c'est peut-être… maintenant, on se aperçoit que c'est beaucoup pire, tout ça, que c'est… On vit ça depuis… oui, c'est pas un petit phénomène, c'est quelque chose… Oui, mais je sais pas, ma peinture, j'essaie jamais de passer de message ni rien de tout ça. Je ne suis conscient en tant qu'humain, comme vous tous, mais ma peinture, ensuite, je n'ai pas de message à passer, c'est aucun. Chacun de mes tableaux pourrait probablement servir pour faire une affiche de parties différentes. C'est pas tout, oui, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'aucune forme d'art marche comme ça, en fait. Mais que je suis conscient, bien sûr, de toutes ces problématiques, évidemment, depuis toujours. Je pense que ces problématiques sont liées à notre espace vital. On commençait à parler de problèmes de changement climatique aux années 70, et alors, ça nous accompagne depuis tout notre temps, non? On a une conscience écologique oui, depuis notre jeune âge. Mais à titre personnel, tu es quand même impliqué, hein. Tu es dans… bien sûr. Oui, mais ça ne changerait pas grand-chose à mon travail, ça. Mais je suis impliqué, bien sûr, parce que je pense que je dois l'être. Je vis avec des animaux, alors j'essaye d'être… Oui, ça va plus loin que ça. Aussi, je préfère la compagnie des animaux que la compagnie des humains. Alors, c'est plutôt égoïste, mon choix. Oui. Je préfère vivre à la campagne avec des animaux qu'à dans une grande ville avec beaucoup de gens. J'ai choisi, j'ai comparé les deux choses et j'ai choisi. Oui, c'est une chose. Oui, et puis, d'un point de vue plastique, au Mali, je me disais, on crée un petit univers et en miniature et on regarde sa transformation. Je pense que c'est valable encore maintenant, c'est que oui, c'est ça. Mais les constats qu'on fait sont des fois tragiques, de l'évolution de ces mondes en miniature. Est-ce que ce principe de petit univers qui peut faire effet boule de neige, Xavier, c'est un petit peu l'idée qui se cache derrière ces objectifs d'air protégé au sein de la Méditerranée? Est-ce que ça peut sanctuariser enfin, je suppose que c'est l'objectif justement de sanctuariser des parties, donc je crois que c'est quasiment un tiers l'objectif à court terme. Oui, c'est un objectif qui a été fixé, qui est un objectif terriblement ambitieux de protéger par un certain nombre de mécanismes, dont les aires marines protégées, 30% des espaces maritimes, c'est énorme. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Pour la Méditerranée, on est à 8%. Et encore 8%, c'est sur les aires vraiment protégées, on est à moins de 1%, donc on est très très loin de cet objectif. Mais en tout cas, ça donne envie de se retrousser les manches, évidemment. Et ce qui est absolument remarquable, c'est cette notion d'aire marine protégée. Elle n'est pas récente. Et encore une fois, moi, je reviens à nouveau à Albert Ier. Il a vécu la Première Guerre mondiale. Il en a été, comme tout le monde, profondément choqué. Mais il a eu l'intelligence de tirer de cette Première Guerre mondiale, où évidemment, sur les océans, il ne se passait plus grand-chose en termes d'activité économique. Et donc, il a cette période particulière qui a été la Première Guerre mondiale, il en a tiré une solution qui à l'époque s'appelait les cantonnements. Ça fait pas rêver comme terme, mais en fait le principe était très clair. C'est un principe très précurseur de l'effet réserve dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse tranquille une zone, un domaine
maritime, et puis on s'aperçoit que plusieurs années plus tard, ah bah tiens, il y a plus de poissons, et puis il y a des nouvelles espèces qui sont arrivées, etc. C'est la friche. Et c'est la friche, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc cette technique-là, c'est pas nous qui l'avons inventée, et déjà donc au début du XXe siècle, pardon, Albert Ier et d'autres également avec lui l'avaient bien identifié. Donc la principale difficulté c'est d'arriver par ces activités à la fois scientifiques pour montrer qu'il y a un effet, ces activités de médiation, de sensibilisation, cette activité diplomatique que la Principauté de Monaco notamment met en œuvre. Ah bon, on arrive à faire avancer les choses. C'est long, on est dans un calendrier long, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est inscrit durablement dans nos calendriers. Et encore une fois, j'en reviens aux œuvres artistiques que vous créez, Mickaël. Ces œuvres, elles restent durables. Je vois, c'est sur l'écran là. Je voudrais juste dire 2 mots dessus. C'est une des premières œuvres que j'ai pu voir en rentrant dans la Villa Paloma. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est curieux, on dirait l'Everest. Mais on m'avait parlé de Michael Barcelo, océanographe, quel est le rapport? Puis en regardant plus, non, mais en fait, je me promenais dans la pièce, et puis non, en fait, ce sont des nuages, puis on dirait presque un relevé bathymétrique, des fonds marins. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fonction de l'endroit où on était dans la pièce, on voyait des choses différentes. Oui, les couleurs changent. Mais ça, ces tableaux, c'était des tests pour la coupole des Nations Unies, qui change. La coupole des Nations Unies, c'est une œuvre qui fait 50 mètres de diamètre, et que de chaque endroit où vous êtes assis, vous voyez des couleurs différentes. Des couleurs que vous voyez, si vous changez de siège, vous ne verrez jamais plus la même conjonction de couleurs, que c'est une très bonne métaphore du monde, non, qu'on voit toujours d'un endroit différent. C'est pour ça qu'il y a toutes ces couleurs, tous ces pigments différents. Je me rappelle que j'avais acheté 15 kilos de lapis lazuli, que c'est un des pigments les plus chers du monde, peut-être le plus cher, et qu'on ne le voit que dans ce endroit, dans ce siège. Je ne me rappelle plus à quel pays ça correspond, parce qu'il n'y a que deux chaises par pays, c'est ça qui est amusant, et c'est par concours. Mais j'ai cherché l'endroit précis où on voit la lapis lazuli, parce que c'est quand même très beau, ce bleu. Et dès que tu bouges, tu ne le vois plus, parce que c'est derrière une stalactite cachée. Et je trouvais que c'est une bonne image du monde. Non, il y a des choses magnifiques cachées et des choses horribles toujours visibles. Bon, c'est un peu ça. Je voulais revenir à la grotte Cosquer dont tu parlais, parce que une chose dont on peut quand même être un peu fier en France, en Europe, c'est la conservation de ces grottes, que jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'était un désastre. On faisait que les abîmer sans faire exprès. C'était un peu comme les papillons, comme les poulpes qu'on touche et on les abîme sans savoir qu'on les abîme. Alors dans ces grottes, en croyant le protéger, on faisait qu'introduire des bactéries et des champignons qui le noircissaient, etc. Et puis on a eu cette chance extraordinaire de découvrir la grotte Chauvet, que c'est jusqu'à aujourd'hui la plus ancienne et probablement les grands chefs-d'œuvre de tout l'art paléolithique. Et puis les premières secondes a été préservée et conservée d'une manière stricte, radicale, et c'était Cosquer. Cosquer, c'est plus facile parce que c'est sous l'eau. Mais c'est quand même vu le nombre de grottes qu'il y a en France, c'est quand même un grand succès jusqu'à présent, la manière de le préserver. Les grottes qui étaient connues aux années 60, ils ne sont pas en si bon état que celles qui ont été découvertes plus tard. Et ça, c'est quand même, quand on fait des choses bien, il faut quand même le dire. D'ailleurs, tu fais partie du comité scientifique de la grotte. C'est grâce à moi que tout ça. Non, mais en quoi consiste cette mission, justement, en tant qu'artiste, dans ce contexte très scientifique aussi, qui est celui de la grotte Chauvet? Quel est ton apport? À quoi tu sers? Oui, j'ai toujours trouvé extraordinaire pourquoi les artistes contemporains ne s'intéressent pas pour cet art. C'est quand même parmi les plus grands chefs-d'œuvre de notre planète. Et puis c'est comme un monde très minoritaire, non? Que ça ne crée pas tout. S'il y a une esplanade du Wallon, il y a une queue de kilomètres. Et pour aller voir les relevés de ces chefs-d'œuvre, il n'y a personne. La grotte Chauvet, on ne peut pas accéder. Ce n'est pas du tout à la mode, c'est bizarre. Mais moi, j'ai participé à la restitution de la grotte Chauvet parce que j'ai trouvé que faire des restitutions, c'est une manière de préserver les originaux.
moi je suis pour préserver les œuvres d'art. Tu vois. Je pense qu'il faudrait faire des restitutions de la moitié du Louvre et de tout. Autant, pourquoi pas? Il faut quand même pouvoir donner à voir les choses sans mettre en danger, c'est tout. Puis on a la technique et le savoir-faire pour faire ça. Alors j'ai participé à la restitution de la grotte Chauvet, c'est ce qu'il est. Mais bon, vous voyez, à la grotte de Lascaux, il y a déjà eu 4 restitutions. La première, c'était une dame que j'ai trouvée magnifique, qui allait tous les jours, elle allait voir la grotte Lascaux. Et ensuite, elle faisait quelques dessins, elle ne prenait pas de photos parce qu'elle ne croyait pas à la photographie. Elle allait ensuite, avec son aspiration, elle peignait un peu ses bisons dans ses grottes faites en ciment. Et c'est très beau et ça reste quand même très honorable. Ça a été la grotte de Chauvet, Lascaux 2, c'était pendant très longtemps le travail de cette dame, que c'était quand même, ça fait sa fonction très longtemps. Et c'était vraiment un fruit de l'aspiration et de l'émotion. La deuxième, c'était déjà plus scientifique, avec des relevés, jusqu'à la dernière, qui est beaucoup plus performante, probablement. Et il y en aura encore de meilleures, mais c'est comme ça. Probablement, c'est drôle, parce que quand je vois la restitution de ces œuvres, je pensais à un portrait de notre temps, plus que l'original reste toujours comme... Par contre, parce que là, on voit les défis techniques, les limites de la technique et de la main. C'est beau de voir que l'œuvre d'art dépasse tout ça. Oui, mais moi, je suis pour et j'ai participé autant que j'ai pu, oui. C'est en travaillant avec les artistes qui ont fait... Je pense que j'ai visité toutes les grottes en Europe que j'ai pu voir, et même en Australie récemment, des grottes et des abris avec des gravures rupestres. Oui, c'est quelque chose de plus, je me dis, je fais une grande carrière vers l'arrière, une carrière fulgurante vers le passé. Oui. Plutôt vers le futur, oui. Oui. C'est une manière d'aller en avant. Donc ton goût pour la science dépasse la scénographie, en l'occurrence, dans le cadre de ce comité scientifique que tu... Ça a beaucoup de rapport avec le monde de sous-marin, tout ça. Et alors, petite question, mais c'est vrai qu'on arrive peut-être au terme de notre discussion. Je voulais quand même te poser une question, Mickaël. Effectivement, il y a un autre domaine scientifique qu'on retrouve dans ton travail et dans ton exposition. On fait une exposition consacrée au thème de la mer et des océans, et on se rend compte que beaucoup de tableaux semblent nous renvoyer dans le domaine spatial. Il y a effectivement des séries qui datent de 2015 où effectivement là on voit justement une planète phosphorescente, donc tu as peint des astéroïdes, des exoplanètes, des lunes, etc. Donc là le rapport est volontaire, mais même sur certaines autres toiles, où le public en tout cas réagit souvent de cette manière-là, en voyant simplement des formes larvaires ou ces magnifiques requins où on voit des explosions de matière qui pourraient ressembler à des explosions de matière cosmique. C'est un domaine qui te fascine aussi, l'exploration spatiale? Oui, beaucoup. Et puis je me disais, tu sais, quand les peintres, on a souvent tendance à essayer de faire un résumé des résumés, non? De faire un peu une image radicale de tout. Alors je me disais, si j'essayais de peindre une pomme sur une table, le peu de fois que j'essayais de faire de prof de peinture, je disais à mes élèves, ok, on met une pomme sur la table. Maintenant, vous peignez tout sauf la pomme. Tout ce qu'il y a dehors, les gens, vos familles, vos ancêtres, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Non? Mais à la fin, si on fait ça, à la fin, on n'aurait qu'un truc bleu, c'est la mer et l'air autour, non? C'est ça et quelques petits grains, un peu de sédiments terreux, mais à peine visibles, non? C'est-à-dire la mer gagne là-dedans, non? Oui, je crois beaucoup à ça, à cette espèce de planète bleue avec quelques petites îlots mais l'eau est plus présente, les mouvements de l'eau, c'est plus liquide que terrestre, bien plus liquide, oui. La peinture, c'est une chose liquide, qui des fois sèche, mais des fois pas. Mais avant d'être une solide, c'est liquide. Moi, je peins avec des choses plus ou moins une pâte ou une chose, oui. Je peins avec des liquides. J'aime bien de penser tout ça comme une espèce de choses qui bougent et qui n'est pas encore sèche. J'aime bien mes tableaux quand ils ne sont pas secs.
Après, quand c'est sec, c'est déjà pas mes affaires. Pendant que c'est humide, je peux le transformer. Non? A priori, les travaux que nous présentons à la Villa Paloma sont tous secs. Hein. Oh, on ne sait jamais. Bien, je pense qu'on est arrivé au terme de cet échange. Je voudrais tous vous remercier. Stéphane Vaquier, Xavier Prache, Michael Barcelo évidemment. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, et vous qui êtes venus. Merci, merci. Merci à toi, vraiment, et toujours ta générosité dans le partage et d'avoir accepté d'échanger avec nous dans ce beau musée océanographique sous le thème de l'océanographie, de cette exposition que nous montrons à la Villa Paloma pour encore quelques semaines. Venez la voir si vous ne l'avez pas découverte. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.